Bonjour, enchantée, c'est He Sang-go, enseignante de l'Institut Roi Sejong à Montréal et membre de l'ASEC, c'est-à-dire Association coréenne des études québécoises. D'abord, j'aimerais remercier à Monsieur Tachibana-san et puis Madame Okura de m'avoir accepté comme intervenante de ce prestigieux congrès annuel de l'AGEC. Je suis très honorée d'être ici parmi vous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma réflexion sur le joual et la question identitaire de la langue dans un roman de Michel Tremblay, intitulé « Le trou dans le mur », m'appuyant sur la théorie sociolinguistique de Chantal Bouchard et la théorie de la narratologie de Gérard Genette. Voici le plan de présentation. Nous allons d'abord parler de Michel Tremblay et du joual dans les années 60. Ensuite, à la deuxième partie, nous entamerons l'analyse de Trou dans le mur, qui donne la suite à un roman publié 37 ans auparavant, La Cité dans l'œuf, afin de répondre comment le statut du joual est changé dans l'œuvre de Michel Tremblay. Et dans la fin, en guise de conclusion, nous allons essayer de répondre à la question « Est-il vraiment guéri de sa blessure ?» Pour le moment, nous ne définirons pas ce qui est « il », puisqu'il serait multiple. Cela peut être le protagoniste, l'écrivain et même le Québécois. Michel Tremblay est un des écrivains les plus prolifiques dans l'histoire littéraire du Québec. Depuis 1964, il a publié au total 28 pièces de théâtre, 32 romans, 5 recueils de récits autobiographiques et un recueil de contes, etc. Dans ses œuvres du théâtre et romans, Tremblay a créé un vaste monde où plus de 1300 personnages fictifs se côtoient. C'est d'ailleurs pourquoi les critiques le nomment le Balzac québécois. Il y a même un dictionnaire de personnages intitulé « L'univers de Michel Tremblay », un ouvrage de Jean-Marc Barrette et Serge Bergeon. En fait, s'il dénombre au total 3060 personnages fictifs et référentiels. Premier chapitre, Michel Tremblay et le joual dans les années 60. Michel Tremblay est aussi reconnu comme un des précurseurs du joual, particulièrement pour sa pièce de théâtre entièrement écrite en joual, Les Belles Sœurs, écrite en 1965 et mise en scène pour la première fois en 1968. Notons d'abord le contexte précédent la publication de Belles Sœurs. La société québécoise d'après-guerre était en pleine mutation. Comme d'ailleurs dans le monde, l'urbanisation est un des phénomènes caractérisant cette époque. Or, on y constate un caractère distinct. Tandis que les ruraux étaient majoritairement francophones, leurs nouveaux supérieurs en ville étaient généralement anglophones. En lieu de travail, les ruraux étaient dès lors obligés à communiquer en anglais et ils se communiquaient en français seulement dans les lieux privés. Sociolinguiste Chantal Bouchard écrit ce phénomène comme suit. Le mouvement massif de la population rurale vers les villes, où l'anglais reste absolument dominant, place un nombre de Canadiens français plus grand que jamais dans une situation de diglossie pratique. Le français s'en trouve relégué à la sphère privée. En outre, la plus grande partie de vos citadins, n'ayant qu'un faible niveau d'instruction, résiste mal à la contamination provoquée par le bilinguisme.
C'est sans doute la période où l'anglicisation du français aura été le plus forte. Fin de citation. La langue française dans les régions urbaines du Québec est ainsi anglicisée et le joual voit le jour dans cette réalité linguistique. Selon Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, le joual est parlé populaire à base de français, fortement contaminé par l'anglais utilisé au Québec. Inventé par André Laurendeau, utilisé pour la première fois en 1959 dans un article du Devoir, et mis à la mode l'année suivante par le frère Jean-Paul Despiens dans les insolences du frère Untel. Ce terme a été employé d'abord dans un sens péjoratif pour désigner le français populaire de Montréal, puis brandi comme un étendard, comme l'école de parti pris en vue d'assumer la condition d'un prolétariat colonisé. Fin de citation. Comme Chantal Bouchard l'a affirmé, le joual est chargé dès sa naissance des connotations lourdement dépréciatives. Le mot dégénérescence est bien, en effet, ce que semble symboliser le mot joual. Il s'agit non seulement de cette dégénérescence de la langue française, mais également de la culture et celle de la notion tout entière. Dégénérescence, déchéance d'un peuple tombé en servitude. Fin de citation. Le joual a été considéré comme une blessure encore ouverte qui témoigne de l'inégalité sociale entre les Canadiens anglais et les Canadiens français. Cette blessure est restée comme un défaut honteux à cacher pour eux qui l'ont, mais dans les années 60, il surgit toute une autre idée. C'est de la garder et de la faire montrer aux gens, non pas par sa fierté, mais par la volonté de se souvenir de l'état social et culturel du Québec, qui est soumis aux Canadiens anglais comme l'insinue la devise du Québec. Je me souviens. Cette idée a été proposée par des membres de parti pris, un mouvement et une publication dont l'objectif consistait à politiser le joual. Les gens de parti pris ont été principalement composés des poètes et des romanciers, et le joual a été introduit au monde théâtral plus tard par la main de Michel Tremblay. Revenons à notre sujet. Michel Tremblay a introduit le joual dans le monde théâtral, dit normatif, puisque le joual était déjà utilisé au théâtre burlesque comme un moyen d'érision ou instrument de rire, qui n'était pas dès lors enregistré dans le répertoire officiel. Par cette introduction du joual, Michel Tremblay n'a pas voulu choquer du monde, mais violer le monde, de le faire sursauter, selon le vocable utilisé par lui-même dans une entrevue tenue en 1981 avec Léonce Quentin et Alonso Leblanc. Il n'avait pas l'intention de montrer le joual comme un simple instrument choquant pour mépriser la langue d'usage des marginaux montréalais, ni pour promouvoir le joual en l'idéalisant comme une nouvelle norme de la langue québécoise. Il n'a jamais participé au parti pris, par contre, mais il a voulu écrire une œuvre théâtrale qui interpelle les spectateurs à penser au sujet du statut de la langue québécoise, fragile et marginale, comme tout celui des ouvriers et des marginaux montréalais. Alors,
La plupart des réflexions et des discussions autour de l'usage de joual dans les œuvres de Tremblay ont été menées dans les années 60 et 70. Mais au bout d'un demi-siècle, qu'est devenu alors sa réflexion sur le joual? Comment fait-il entrer le joual dans ses œuvres romanesques? Pour y répondre, la présente recherche vise à analyser le trou dans le mur qui donne suite à un roman publié 37 ans auparavant, La Cité dans l'œuf. Chapitre 2, il était une fois le joual 37 ans après. Excusez-moi. J'ai perdu mon écran, excusez-moi. Comment je vais faire? Je suis désolée. Je suis désolée, je dois refaire la présentation, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est fait. Je suis vraiment désolée. Non, non, ça ne marche pas. Donc, vous voulez... Oui. Ah oui, oui. Oui. Voilà, c'est fait. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai perdu mon... Voilà. Alors. Oui. Je vais continuer, excusez-moi. Alors, dans le trou dans le mur, Michel Tremblay a repris son ancien protagoniste de La Cité dans l'œuf, qui s'appelle François Laplante. Et il a fait mener de sa narration à la première personne, en contraste avec La Cité dans l'œuf, écrite dans une langue dite normale, la langue de François Laplante dans le trou dans le mur est légèrement teintée de la langue familière, et le jeu n'est point présent dans sa narration. Selon les dits de ce protagoniste, il souffrait du syndrome de l'imposteur pendant 40 ans. Excusez-moi, madame. Oui? On ne voit qu'une partie de votre présentation. Donc, vous voulez essayer de refaire encore une fois de partage. Donc, ça va. Oui, non, c'est trop grand. Donc, voilà. Oui, voilà. C'est bon? C'est bon, du coup. Oui, ça va, oui, ça va, oui. Ça va? Je suis désolée. C'est pas grave, merci. Ok, alors, je vais continuer, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, selon le dit ce protagoniste, il souffrait du syndrome de l'imposteur pendant 40 ans. Car il n'avait personne qui avait cru ces aventures fantastiques dans La Cité dans l'œuf. Et en conséquence, il a été traité comme un fou par les autres. En fait, le syndrome de l'imposteur est une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Mais par la suite, il retombe dans une circonstance fantastique en trouvant une petite porte invisible aux autres personnes sur un mur du théâtre Monument National.
par sa curiosité comme Alice au pays des merveilles, il ne peut s'empêcher de franchir cette porte et il trouve une sorte de taverne souterraine où 5 fantômes du LED Light attendent une personne à confesser leur passé et par la suite à monter au paradis. Le quartier LED Light de Montréal, situé autour de Mains, a existé dans les années 1920 et 1960. Il y avait des cabarets, des maisons closes, des bars de boissons illégaux, des commerces de jus. Parmi ces fantômes, il y a Gloria, ancienne chanteuse extravagante de musique latine, Willy Ouette, musicien de la rue, qui joue la ruine babine, Valentin Dumas, acteur français déchu par sa perte de langue au prix de sa dette. Jean Le Décollé, ancien frère enseignant et professeur de la littérature émérite, mais après avoir sorti son placard, il ou elle est devenu travesti et guidoune, autrement dit prostituée. Et finalement, Toothpick, le méchant bourreau qui a tué 3 personnes que je viens de mentionner et a coupé la langue de Valentin Dumas. Ils étaient marginaux de la société montréalaise dans les années 60. Et l'on pourrait dire qu'il appartient à une classe sociale plus marginalisée que celle de personnages de belles-sœurs qui appartient en fait à la classe ouvrière. Dans le trou dans le mur, c'est le protagoniste qui mène la narration tout au long du récit. Donc, nous pourrons dire que la narration est autodiégétique si nous l'appuyons sur la notion de Gérard Genette. Mais il y a aussi 5 volets d'histoire insérés au chapitre en chiffres pairs où chaque fantôme dit tour à tour comment ils ont mené leur vie et comment ils se sont assassinés ou attaqués. Donc, pour les chapitres en chiffres pairs, la narration est intradiégétique. Grâce à cette particularité de structure, l'écrivain y pouvait introduire divers niveaux de langue. À la différence de Belles-Sœurs, qui est uniquement composé de joual, le trou dans le mur est composé de niveaux de langue beaucoup plus variés. Comme on l'a déjà mentionné, le niveau de la langue employé par François Laplante est presque neutre. À la narration, il n'a pas le trait de joual, mais au discours rapporté, il en a quelques traits. Par exemple, ici, malade, non, je suis pas malade, au lieu de je ne suis pas malade. On vient qu'on a pu le goût de lutter, puis on se laisse aller. Je le sais, je connais ça, puis ça donne des nuits comme aujourd'hui, par exemple. Quant aux 5 fantômes, on pourrait classer en 4 catégories leur niveau de langue en gros. Premièrement, on peut relever la présence de l'anglicisme faussé. C'est le cas de Gloria, la chanteuse de la musique latine, qui était allée pour mener sa carrière comme chanteuse en Floride, mais sans résultat. Elle est revenue au Québec avec une grande déception. Dans sa langue, elle porte un trait d'anglicisation, un peu comme une vedette extravagante d'un film en noir et blanc. Par exemple, si tu arrives dans nous, c'est que tu es un nouveau. Ben, quoi donc? Welcome dans notre petite famille, kid. Gloria parle joual en employant beaucoup de mots d'anglais. Au discours rapporté, elle dit de temps en temps une phrase entière en anglais sans traduction. Elle parle aussi en joual extrême pour sacré. Mais je vais sauter, ok? Et puis...
Deuxièmement, il est à noter la présence d'un locuteur français à la norme parmi les 5 fantômes. C'est le cas de Valentin Dumas. Il est français, en plus, il est acteur. Mais il y existe d'autres aspects à souligner. Voici la citation. Un peuple inculte à l'assant à couper au couteau, mélange de vieux français hérités de Louis XIV et d'anglais de bas niveau, une société basée sur la foi, sans questionnement, et la peur irraisonnée de l'affaire, intolérante et obscurantiste et étouffante, des comportements dictés par un contrat social incompréhensible pour un Européen. En tant soit peut évoluer partout la laideur et une pauvreté entretenue par une religion tyrannique et bornée. Fin de citation. Sa fierté de la langue d'origine française et sa méprise envers les Québécois et leur langue font penser aux insolences du frère Hontel et au lousy French de Trudeau. Mais ces critiques et la langue malveillante ne durent pas longtemps. Sa langue étant coupée par to speak, il ne pouvait pas dire un mot sans zozoter, d'après son propre vocable. Donc, il a décidé de ne plus laisser échapper un seul mot de sa bouche. Pour faire la confession, il a choisi le moyen d'écrire. Revenons à nos fantômes. Il nous reste 2 catégories de niveau de langue. L'une est celle de joie extrême qu'emploie to speak et Willie Witt. Mais l'on ne va pas étaler ici les exemples de joie utilisés dans leur discours. Ensuite, en dernier lieu, il y a aussi une langue neutre de Jean Le Décollé, ancien frère enseignant, mais il est devenu une guidoune après être sorti de son placard. Ces 5 fantômes sont en fait en même temps des personnes du passé dans les années 60 et 70, mais aussi des personnages repris des œuvres de Michel Tremblay. Mais pourquoi il les a fait ressusciter en fantômes 37 ans plus tard, c'est-à-dire en 2006? Chapitre 3. Il est vraiment guéri de sa blessure. Dans notre texte, Tremblay nous a montré son vaste éventail de niveaux de langue et il ne s'obstient pas à utiliser le joual et son protagoniste utilise la langue plutôt neutre. Il a rencontré des locuteurs du joual et du français à la norme, comme les gens du passé, déjà défunts. Ensuite, il fait son deuil en les laissant partir. En fin de ce roman, François Laplante exprime ses sentiments ainsi. Et si, comme il m'arrivait de le penser, j'avais inventé tout ça, si j'avais eu le besoin de me raconter à moi-même ces horreurs pour une raison ou pour une autre, mais non, je savais que c'était fini et que je devais en faire mon deuil. Si tout ça venait d'ailleurs, quelqu'un avait coupé le courant. Si ça venait de moi, quelque chose en se brisant ou en se réglant avait mis au point final à mes incursions. Parce qu'elles étaient devenues inutiles, avais-je guéri de quelque chose sans m'en prendre compte? Fin de citation. À la fin, le protagoniste semble avoir surmonté son syndrome de l'imposteur après avoir vérifié que le trou fantastique et ses fantômes étaient enfin disparus. Il a fini son deuil et a énoncé adieu au passé, au souci du français à la norme, de l'anglicisme et du joual.
Le protagoniste peut représenter un écrivain québécois qui s'inquiète d'une identité floue et d'une insécurité de la langue québécoise, se tourmentant d'un syndrome de l'imposteur. Mais ici, sans prendre compte, il est devenu dorénavant un Québécois libéré d'un complexe de sa langue, mais avec une cicatrice laissée par la trace du joie. Ainsi finit ma présentation. Merci beaucoup.